Bienvenue, merci de nous retrouver dans cette nouvelle émission Plein Feu le vrai débat, un carrefour consacré aux associations. Marhaba bikoum, Azul Fellaoun, Andeslam. Aujourd'hui, deux invités de marque qui sont deux femmes, puisque l'ère est aux femmes aussi, même au Maghreb et même du côté de la diversité comme on l'appelle. J'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Fatima Sanjak Eno. Bonsoir. Bonsoir, Azul. Merci d'être présent. Vous êtes vice-présidente de l'association Immataziste. Vous nous direz exactement de quoi il s'agit. Et puis Samira Taïbi, qui elle aussi est présidente d'une association, l'association APAC, l'association citoyenne qui travaille en France et qui travaille aussi au Maghreb. Alors, comme on a l'impression que l'ère est aux femmes, puisque en France c'est la parité, de plus en plus de femmes prennent des postes et des positions importantes dans la vie sociale, culturelle, politique française. Et il semblerait que aussi les filles de l'immigration, issues de l'immigration, veulent aussi un petit peu leur part, entre guillemets, du gâteau et participer, en tout cas, à la vie culturelle, politique. Vous avez l'impression que c'est quelque chose change dans ce domaine-là, qu'il y a une réelle incitation pour que les femmes, aujourd'hui, s'organisent, prennent de nouvelles responsabilités, prennent des directions, contrôlent des entreprises, des associations. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire? Oui, il y a vraiment quelque chose qui est en Samira train de se faire. Taïbi. Oui, pardon. Oui, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Les femmes aujourd'hui, et puis particulièrement les femmes issues de l'immigration, veulent prendre part à la vie de la société. Ils veulent vraiment jouer un rôle important. Et on le voit de plus en plus. Hein. Donc nous, au niveau de notre association, l'association APAC, on a vraiment voulu que ce soit une association dont le bureau est composé uniquement de femmes. Justement parce qu'on avait envie de jouer un rôle important dans les différentes actions de la ville, du département, de la région, du pays et aussi au niveau humanitaire. D'ailleurs, vous êtes aussi premier maire adjoint de la ville de Clichy, donc vous avez aussi... vous êtes une militante, vous avez aussi travaillé dans ce sens-là et vous êtes aussi aux affaires, entre guillemets, d'une municipalité. Oui, tout à fait, tout à fait. Et Fatima Sanjak Eno, vous êtes aussi vous responsable d'une association. Immataziste, alors Immataziste, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire maman que j'aime, maman chérie, maman comme la mienne. Une fois qu'elle est partie à Tsarah Marbé, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour nous en Kabylie. J'ai vu tellement de choses qui m'ont fait mal au cœur, enfin qui m'ont touchée. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'en Kabylie, il n'y a pas suffisamment d'associations humanitaires? Je me suis dit, il y a des associations culturelles, mais des associations humanitaires, il y en a très très peu. Alors, je me suis lancée, je me suis dit, advienne ce qu'il adviendra, comme disait sœur Emmanuel, Yallah. Et puis on va de l'avant, on n'a rien à perdre et on se dit que c'est très bien, il faut continuer. Et si on se tient la main, si on se donne la main, comme avec Samira, si on se tient la main, on peut faire des choses magnifiques pour ceux qui n'ont rien. Et puis, tout compte fait, ici-bas, on ne reste pas. On n'est que de passage. Alors si on peut faire du bien, faisons-le, essayons de faire quelque chose de constructif. Voilà. Alors, toutes les deux, chacune à votre façon, oui. Vous vous inscrivez dans une chaîne de solidarité, oui. Vous menez des actions. Alors, peut-être vous, Immataziste, d'abord, vous avez rappelé en tout cas l'attachement à votre maman et votre engagement aussi vis-à-vis de ce pays, l'Algérie, de cette région, la Kabylie, qui incarne d'une certaine façon aussi peut-être, entre guillemets, vous avez deux mamans, la France, l'Algérie. Je veux dire, c'était aussi une façon de renouer avec vos racines, avec vos origines? Renouer, je ne sais pas, parce que je ne les ai jamais perdus, en ayant toujours ma mère à mes côtés, ma famille en Kabylie, à Alger. On n'a jamais perdu nos racines, mais c'est vrai qu'on a deux mères et ce nom, cette appellation Immataziste, veut dire mère-terre, qu'elle soit en Algérie ou qu'elle soit en France. Pour moi, je ne me sens ni frontalière, enfin, je me sens, c'est un tout. Je suis un tout en fait, voilà. Et je me sens bien ici, je me sens bien là-bas. Et puis si on peut faire des choses ensemble, pourquoi pas. Je refuse de voir la négativité là où elle se situe. J'essaie de positiver, d'avancer. Si on rencontre des gens qui peuvent nous apporter, bien tant mieux. On essaie de faire les choses sérieusement. On voudrait vraiment, d'ailleurs je lance un appel pour tous les gens berbères ou peu importe, quelle que soit la personne, qui a envie
envie d'aider, mais sérieusement, et faire quelque chose de concret pour la Kabylie, pour les gens qui en ont besoin, nous sommes là, nous avons envie de travailler avec eux et essayer de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Voilà. Là, vous existez déjà depuis, je crois, 1 an ou 2, 2 ans, Oui. et vous êtes à la fois active dans Oui. votre cité, c'est-à-dire Clichy-sous-Bois, Cité, et là, vous avez des actions d'alphabétisation, vous avez des ateliers. Alors, racontez-nous un peu ça. Vous avez à la fois en France un certain nombre d'activités, oui. et d'ailleurs, je crois que même le Premier ministre est venu vous saluer il n'y a pas très longtemps. Oui. Les gens commencent un petit peu à tourner autour de vous parce que vous avez développé, vous êtes devenu incontournable dans votre ville. Donc dites-nous un peu ce que vous faites déjà en France. Alors, ce que nous avons en France, 4 ateliers. Atelier d'alphabétisation, atelier berbère, atelier de français, et atelier arabe. Alors, nous essayons de réunir tout le monde. Tous les ateliers sont gratuits. On demande une participation de 20 € à l'année, donc ce n'est même pas le prix d'une heure, si vous voulez. Nous avons des professeurs qui sont détachés de l'ambassade, du consulat et des instances de chez nous. Nous avons des gens qui tiennent vraiment la route, qui travaillent pour nous. On essaie, si vous voulez, avec ces ateliers, que les enfants d'origine berbère ne perdent pas leur langue. Et on demande justement à tous ces gens de venir dans ces ateliers et de travailler avec nous. Voilà ce que nous faisons. Nous avons rencontré M. Jean-Marc Ayrault le 18 février, ainsi que le sénateur M. Dillin, M. Klein qui est maire de Clichy-sous-Bois. Nous avons rencontré Stéphane Troussel qui est président du Conseil général. Nous avons rencontré M. Lamy qui est ministre de la Ville. Et vraiment, j'ai été ravie de les entendre parce que ça nous a plu, en espérant que ce qu'ils nous ont dit, eh bien, concrètement, ça va se passer. Mais on a été ravis d'avoir été invités. Et c'est vrai que dans notre ville, nous sommes reconnus et nous travaillons tous ensemble. En peu de temps, nous avons déjà 170 adhérents. Et ça vient encore et je suis très contente parce que j'espère qu'on va enfin pouvoir avoir une association humanitaire berbère qui me tient vraiment à cœur. Et j'espère que les futurs projets que nous menons, que nous allons mener par la suite, va se concrétiser et va se fructifier. Alors Samira Taïbi, vous, à Clichy-sous-Bois, vous faites quoi? Quelles sont vos activités? Alors nous avons déjà, alors je vous dis, quand nous avons créé l'association, elle a un petit peu plus d'1 an, nous avons créé un site sur Internet et nous avons été sollicités par l'association pour le développement durable de Tadouaouit, qui nous a alerté un petit peu sur la situation critique de ce village au Maroc, qui est complètement isolé, qui nous disait qu'ils étaient confrontés à un dilemme, à un problème, c'est que le taux d'échec scolaire était très important dans cette école et qu'arrivés à l'âge de 11 ans, les filles laissaient tomber l'école, n'allaient plus à l'école. Donc, ils nous demandaient un petit peu notre aide. Donc, nous, on était un petit peu désemparés face à cette situation. Et on s'est dit, bon, on est à la veille de la rentrée scolaire. Ce qu'on va faire, c'est proposer à ces enfants-là une rentrée digne de ce nom. Donc, on a appelé l'opération « Une rentrée pour tous ». On a sollicité plusieurs partenaires, dont le Conseil général qui nous a offert son sac à dos, des enseignes comme les centres Leclerc qui nous ont offert toutes les fournitures scolaires, ainsi qu'une librairie, la librairie Pichon, Clairefontaine, et Kiabi, qui nous a généreusement aidés et qui nous a permis d'habiller 85 enfants. Donc sur ce, on était équipés pour aller dans ce village-là et on était parti dans l'optique de faire une opération et on a également mis en place un système de parrainage. Donc on a trouvé à peu près 80 parrains qui se sont engagés à suivre ces enfants tout au long de leur scolarité. On s'est dit que ce sera quand même un moyen d'inciter ces enfants-là et d'inciter les familles à laisser leurs enfants finir leur scolarité jusqu'au bac, voire plus loin. Donc on est parti en se disant c'est bon, on a fait notre mission, on va donner les affaires aux enfants, les parrains vont continuer à suivre les enfants et ce sera parfait. Mais quand on est arrivé dans cette école-là, le constat était plus alarmant que ce que le président de l'association nous avait dit, parce qu'il s'avère que dans cette école, il n'y a pas d'eau. L'école se situe à 7 km des premières habitations, donc les enfants marchent 7 km 2 fois par jour, et il n'y a pas de sanitaire. L'une des raisons principales pour laquelle les filles arrêtent l'école, puisqu'ils n'ont aucune intimité. Donc dès qu'elles deviennent pubertes, elles arrêtent l'école. Donc quand on a vu ça, on a dit c'est pas possible. On a mené cette action de rentrée pour tous, mais maintenant on a d'autres combats à mener.
Et l'un des premiers combats que l'on veut mener, c'est de ramener l'eau à l'école et d'essayer de mettre en place, d'organiser un chantier humanitaire pour construire des sanitaires, pour que les enfants puissent au moins aller aux sanitaires de façon correcte, quoi. C'était un moindre des choses. Et comme c'est une région montagneuse, en hiver, il fait quand même moins 6 degrés. Donc on aimerait bien installer des radiateurs dans les salles de classe. Donc voilà pour l'une des actions phares que l'on a menées. Alors, c'est une question que je poserai aussi à Fatima tout à l'heure. Vous venez de France, Oui. avec une action. Oui. Comment vous êtes perçu par les autorités locales, régionales ou nationales? Alors, on n'a pas vraiment eu de contact avec les autorités locales. Ici, nous, on a fait appel à l'ambassade marocaine pour pouvoir affréter tous ces lots. Puisque pour régler les problèmes administratifs voilà. Officiels. Mais ensuite, pour travailler avec les villageois, ça s'est fait comment? Alors, ça s'est fait par l'intermédiaire de cette association qui est l'Association pour le développement durable de Tadouaout, qui, elle, nous a ouvert les portes là-bas. Donc, on a été accueillis par le maire du Douar, du village, qui savait qu'on allait arriver. Donc, à ce niveau-là, voilà, c'est le seul rapport qu'on a, mais on est en contact direct avec le directeur de l'école, avec le président de cette association et avec une personne qui travaille au sein de la mairie et qui nous permet justement d'être en lien avec la mairie, l'école et cette association. Alors vous, Fatima Sanjakeno, avec Imad Aziz, vous avez aussi une action en Kabylie. Oui. Vous avez ce qu'on appelle les paniers de la solidarité. Les paniers de l'espoir, oui. Et comment ça se passe? Vous travaillez aussi avec les associations locales, avec des maires, avec des mairies locales? Alors, moi j'ai préféré, ce que j'ai préféré, c'est travailler directement avec l'État, avec la mairie, parce que nous souhaitions être sûrs que donner des paniers de l'espoir, c'était vraiment aller vers les gens qui en avaient vraiment besoin. Donc, on a travaillé avec le service social, on a fait des listes, on a relevé toutes ces personnes qui avaient un besoin urgent d'aide. Et on a vraiment travaillé sur ces dossiers et on a envoyé des invitations avec l'aide de monsieur le maire, monsieur Ebadj Mohamed Saïd, qui nous a beaucoup aidé. Donc vous avez été réceptionné par des collectivités locales. Voilà. Parce que vous savez ce qui se passe dans ces cas-là, on dit bon, pour qui ils se prennent, pourquoi ils viennent, c'est l'ingérence, on n'a pas besoin d'eux. Autant les populations locales n'ont pas d'eau, n'ont pas d'école, ont des problèmes X ou Y. Autant, en général, sur le plan un petit peu administratif ou politique, on se dit mais de quoi ils se mêlent? Donc, et là, c'est pas toujours facile de mener des actions de type humanitaire ou caritatif. Nous, on a été reçus à bras ouverts. Ils ont été d'une gentillesse, mais d'une générosité sans faille. Et vraiment, ils ont tout fait pour que nous soyons à l'aise, pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Ils nous ont donné des bureaux. Il nous a carrément laissé la directrice de l'action sociale avec nous pendant une semaine. Ils ont tous travaillé pour nous, pour l'association Imad Aziz. Ils ont tout fait pour que nous puissions faire le travail en temps et en heure. Et vraiment, ils ont été formidables, très heureux. Je crois savoir aussi que ici en France, le Conseil général de Seine-Saint-Denis vous a donné quelques centaines ou quelques milliers d'oliviers et que vous allez aussi les distribuer là-bas pour que les gens puissent planter des oliviers, c'est ça? Alors voilà, maintenant nous sommes, pour l'instant c'est toujours en pourparlers, mais ce sont 3 projets qui sont en attente. 3000 oliviers avec le Conseil général et une formation pour les gens de chez nous là-bas pour qu'ils sachent comment un olivier se comporte. Ensuite, on a une centrale photovoltaïque pour l'électricité et faire venir l'eau des puits dans les maisons. Et aussi pour un village qui est abandonné, essayer de le restaurer, essayer de faire quelque chose, faire des auberges de jeunesse, faire des choses pour faire venir justement les émigrés dans leur village et essayer de garder ces jeunes dans leur propre village. Alors ça, c'est ce qui vous a donné un peu votre légitimité d'intervention, ce qui a validé un peu vos actions sur le terrain. Tout à fait. Et donc, je crois savoir aussi que vous voulez vous servir un petit peu de ces actions-là pour mettre en place ce que vous appelez la caravane des projets. Alors expliquez-nous un peu ce que c'est que cette caravane des projets. Alors, ce que nous souhaiterions faire pour plus tard, et on espère que ça va arriver, c'est demander à tous ces jeunes de la Kabylie leurs projets. Parce qu'en fait,
faire quelque chose avec tous ces jeunes, faire des projets avec eux, c'est leur donner, si vous voulez, du travail, et eux-mêmes savent ce qu'ils ont besoin. C'est pas nous qui sommes à l'extérieur qui peuvent leur dire, voilà, vous allez faire ça, et puis c'est comme ça. Non, nous, on voudrait prendre leurs projets, tous les projets qu'ils ont à leur disposition, voir si nous, ça peut convenir, et voir si ça peut convenir à l'État, au ministère, quel qu'il soit, que ce soit en France ou en Algérie, et essayer de concrétiser le tout. On va essayer de voir un petit peu. Alors, on ira de village en village, on fera toute la Kabylie. Ce ne sera pas uniquement une commune, ce sera pour tout le monde. On va essayer comment dire, d'assembler tous ces projets et puis regarder et voir un peu ce qu'on peut faire concrètement. Faire une synthèse de tous ces projets. Dans un autre registre, Samira Taïbi, vos actions, vous, dans ce village, apporter de l'eau, mettre en place des trucs. Bon, ça, vous savez, comme on dit habituellement, on peut apporter du poisson ou alors aider les gens à pêcher. Donc, comment ça se passe au niveau aussi local? Est-ce que vous sentez qu'il y a une prise en charge des gens? Est-ce que les gens veulent se prendre en charge? Est-ce qu'ils vous demandent des moyens, une formation? Est-ce que vous sentez qu'une fois accompli peut-être votre première pierre, ils continueront à construire l'édifice? Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous avez fait des émules? Alors, je ne vais pas vous mentir, parce qu'on a mené une action. Moi, je suis restée 7 jours, je n'y suis pas retournée depuis. Mais je pense que c'est quand même une population qui est en quête quand même de quelque chose, étant donné que la majorité des papas qui sont issus de ce village-là travaillaient dans une mine de charbon qui a fermé. Et donc, la majorité des hommes de ces villages avoisinant l'école sont au chômage. Donc, je sais que le président, c'est pour ça que je souriais, que le président de l'Association pour le développement durable, qui est un monsieur qui a une certaine position au Maroc et qui est natif de ce village-là, a fait pareil. Lui, pareil, il a planté des oliviers dans le village et il voudrait justement que les gens du village puissent s'autogérer et ne pas rester comme ça de façon passif, parce que la pauvreté est très importante dans ce village-là. Alors, une petite question. 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, et peut-être pareil pour le Maroc, comment expliquez-vous qu'on soit arrivé à ce que des milliers de personnes en Kabylie courent pour les paniers de la solidarité des Imatazistes, et que dans des villages marocains, il n'y ait pas encore d'eau, ou que des petites filles arrêtent d'aller à l'école à l'âge de 8 ans, 9 ans ou 10 ans. Comment expliquez-vous quand même cet anachronisme? On se dit, c'est pas possible. À quoi ont servi ces indépendances? L'Algérie est un pays riche, pétrole, gaz. Le Maroc a quand même développé aussi une intelligence du point de vue de son tourisme, du point de vue des énergies alternatives. Il s'en est sorti un peu autrement. Comment est-ce possible aujourd'hui, au XXIe siècle? J'ai pas de réponse à apporter, puisque moi aussi j'ai été surprise. Comme on a dit, on a 2 patries, donc la France et le Maroc. Mais malheureusement, moi j'allais au Maroc pour mes vacances, donc dans les beaux quartiers, n'ayons pas peur des mots. Et donc ce côté-là du Maroc, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais vraiment pas ce côté-là. Si cette association-là ne m'avait pas interpellée, si cette association ne m'avait pas demandé de l'aide, j'aurais peut-être jamais connu ce Maroc-là. Et j'ai été très surprise de voir qu'au Maroc, justement, pays qui me semblait en voie de développement, on puisse avoir des écoles comme celle-ci. J'avais le sentiment que c'était une école qui avait été oubliée, mais vraiment oubliée. Et effectivement, des populations en situation de déshérence, de demande, pour moi, il n'y a pas... Ça interpelle quand même. Bah oui, ça interpelle. Mais on a l'impression qu'un train est passé. Mais nous, on sait pourquoi. On sait pourquoi. On sait que les gens ont émigré, ils sont venus en France. Beaucoup de Berbères sont venus en France. Beaucoup ont laissé leurs femmes, ils ne sont jamais revenus. Avec des enfants, ça il faut le dire aussi. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas de société, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, tout est fait pour que la Kabylie puisse s'endormir. Alors, et là, toutes les personnes âgées, elles n'ont pas envie de bouger, elles ont envie de rester chez elles dans leur village, mais les jeunes sont partis dans la capitale ou alors ils sont partis en France ou en Europe. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'interpelle maintenant, pour le moment, ce sont ces femmes et ces orphelins, ces femmes et ces enfants. Et c'est pourquoi moi, je souhaite absolument
par la suite monter une structure pour mettre et rassembler toutes ces femmes et tous ces orphelins ensemble dans une structure où ils puissent se retrouver un semblant de dignité. Voilà, pour moi c'est très important. J'espère que tous les berbères vont pouvoir se tenir la main sans pouvoir s'envoyer des savons, qu'ils puissent se tenir la main et s'aider, être solidaires les uns des autres et se dire voilà, il y a vraiment quelque chose à faire en Kabylie. C'est un magnifique pays, c'est des paysages à couper le souffle et vraiment, il ne faut pas laisser tomber la Kabylie. Il faut vraiment, vraiment se donner la main et travailler avec des gens sérieux. Et c'est ce qui manque chez nous, c'est le sérieux des gens. Alors pour parler, il y en a beaucoup, mais pour concrétiser les projets, il y en a très peu. Alors il faut vraiment travailler et savoir avec qui on est, avec qui on veut travailler et ce qu'il faut faire exactement et regarder dans la même direction. Voilà. Samira Taibi, finalement, l'Euro-Méditerranée, ça commence par là, par de petites associations qui travaillent sur le terrain. Ce n'est pas des grands mots, c'est des choses très concrètes et c'est peut-être de ça dont les gens ont besoin de part et d'autre de la Méditerranée. Les gens ont envie de s'investir, mais s'investir pour des choses concrètes, c'est peut-être ce dont ont besoin les gens le plus. C'est ça ? Je pense que c'est vraiment ce dont ont besoin les gens des deux côtés, aussi bien en France, parce qu'on a beau dire on est français, moi je me sens vraiment française au fond de moi-même, mais je suis fière également de dire j'ai la double nationalité. Quand je suis en France, je suis foncièrement française, mais quand je suis au Maroc, je me sens également marocaine. Moi, mon époux est algérien, mes enfants ont 3 nationalités, on en est très fiers. Et je me suis battue justement pour qu'ils aient ces 3 nationalités. Et on a besoin de ça. Moi, je m'en suis rendu compte lorsqu'on a organisé le gala de bienfaisance justement pour venir en aide à ce village-là. On a eu énormément de monde malgré la neige. On a eu quasiment 400 personnes. Oui. Et tous les gens qui étaient là, enfin des enfants, des adultes qui étaient nés en France disaient oh, « ça fait du bien d'avoir un gala comme celui-ci où on peut se retrouver. Ça fait du bien. On a l'impression d'être au Maroc tout en étant en France. On a besoin des deux. » Donc c'est pour ça que je dis oui. L'euro-méditerranéen, c'est ça. Oui, c'est important. Et c'est important. C'est très important. Si on veut s'épanouir, si on veut, moi, c'est ce que je dis, je me sens foncièrement française parce que je ne renie pas mes origines. Et je suis très contente. Quand je suis au Maroc, au bout de 2 mois, j'ai besoin de revenir me ressourcer en France. C'est ce que je dis. J'ai besoin de retourner chez moi. Et quand je suis au Maroc, quand je suis en France, pardon, pareil. J'ai dit, j'ai besoin de retourner chez moi, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin des deux. Donc finalement... beaucoup d'actions, donc je crois que toutes les deux, vous avez aussi envie de bouger, envie de développer vos associations. Vous avez des projets, l'une et l'autre, par rapport à vos associations. On aura l'occasion, en tout cas sur Beurre FM TV, de vous retrouver, de construire autour de vous peut-être des rencontres associatives, et puis peut-être de vous suivre, en tout cas dans vos différentes actions, à la fois en France et en Algérie ou au Maroc. En tout cas, moi, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu passer nous voir sur Beurre FM TV. Je vous dis à très bientôt, en tout cas. Merci à toutes les deux. Merci. Merci, Nasser. Merci. Et je voudrais aussi remercier, moi, parce qu'il faut le faire, toute l'équipe de l'association Imad Aziz. On est un groupe magnifique, des femmes absolument merveilleuses. Et puis toi, c'est pareil. Ouais. Vraiment, on travaille avec des gens sur qui on peut compter. Et ça, c'est beau. Ouais. Je les remercie. Bah, je rejoins un petit peu Fatima. Pareil, je remercie les membres de l'association qui sont, comme je l'ai dit, essentiellement des femmes. Sans elles, cette association n'existerait pas. Je remercie également tous les parrains, parce que c'est grâce à leurs dons que l'on peut exister. Et bien entendu, nos partenaires. Enfin, on a la chance d'avoir les Centres Leclerc comme partenaires, qui habillent le Conseil général, le Conseil régional. Et on les remercie infiniment de leur aide et on espère qu'on aura d'autres partenaires. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, on espère participer à ce maillage qui, en tout cas, conditionne votre réussite. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt sur Beurre FM TV.